Bonsoir, c'est la première sortie pour le mois d'août. Votre émission Omniscore sur CRTV News, édition spéciale consacrée à un homme. Le capitaine emblématique Stephen Tato nous a quittés le vendredi 31 juillet 2020 à l'heure où les musulmans fêtaient la fête de la Tabaski. Ce soir, une émission spéciale consacrée à cet homme qui a marqué l'histoire du football du Cameroun. Mais avant, prenons les dernières nouvelles avec Christelle Avon qui est déjà présente dans ce studio. Christelle, bonsoir. Bonsoir Merlin Kamla. On débute avec l'éducation. Bac 2019, deuxième mi-temps. Effectivement, Merlin, c'est la deuxième mi-temps pour le bac qui entre de nouveau en scène dès demain 3 août avec l'épreuve de physique pour la série TI. En série C, l'épreuve de chimie qui va durer 3 heures sera distribuée dès 12 heures. Pour la série D, les épreuves de physique, chimie et sciences de la vie et de la terre se suivront entre le lundi 3 août et le mardi 4. Restons en éducation, s'imprégner du nouveau calendrier qui définira le fonctionnement des établissements scolaires, mais surtout promouvoir le travail en symbiose entre les proviseurs et les délégués départementaux. Voilà quelques recommandations du délégué régional du ministère des Enseignements secondaires pour le Sud-Ouest, le docteur Hanna Elonde Mboua. C'était au cours de la réunion de coordination à laquelle a assisté Cathy Nandjou de CRTV Bouya. Proviseurs et délégués départementaux se sont mobilisés autour du délégué régional des enseignements secondaires pour le Sud-Ouest afin de s'imprégner du nouveau calendrier qui définira désormais le fonctionnement des établissements scolaires. Au moment où le secteur éducatif reste menacé par la pandémie de coronavirus, il est important de travailler en symbiose. Que les proviseurs et les directeurs qui travaillent avec les collaborateurs et avec la commune éducative, les chefs, les élites, pour que les écoles Pour accompagner ces nouvelles directives, la patronne des enseignements secondaires au Cameroun a mis à la disposition des apprenants des ordinateurs et imprimantes qui ont été acheminés séance tenante. L'excellence scolaire n'était pas en reste. Les écoles qui ont brillé par leur esprit de discipline, de fair play et du travail manuel bien fait ont reçu leur récompense des mains de la donatrice, Dr Anamboa et Tondé. On poursuit avec ce journal IAI Cameroun, 448 nouveaux lauréats. Effectivement, Merlin, les formations informatiques en secrétariat bureautique et d'autres modules en TIC ont été enseignés aux 448 nouveaux lauréats du centre IAI Cameroun de Kribi. C'était l'occasion pour le représentant résident de l'IAI Cameroun de sensibiliser sur l'utilisation responsable de l'outil informatique et d'Internet, mais aussi introduire les notions d'économie numérique. Prenons plus de détails avec Saint-Luc Tchaga, CRTV Sud. Ce sont 448 lauréats de la 4e promotion baptisée Guy-Emmanuel Sabikanda, maire de la ville de Kribi. Au terme d'une formation de 3 mois au centre IAI du diocèse de Kribi, et ils ont été bien outillés en secrétariat bureautique, d'où les parchemins à eux remis par les autorités présentes. Aujourd'hui, sans le numérique, nous ne sommes rien. Donc vraiment, dans le même élan, je vais remercier le Seigneur de nous ouvrir les voies, de nous permettre de trouver un petit boulot à partir de cette vie. Le représentant résident de l'IAI au Cameroun, Armand Claude Abanda, a demandé aux promus de faire un échec au risque potentiel du mauvais usage des TIC qui véhiculent à grande vitesse les valeurs négatives et comportements déviants. D'utiliser la formation TIC comme un véritable outil de développement, un véritable outil de création de richesses et non comme un gadget. Vous allez voir des gens qui ont un ordinateur posé devant leur bureau, mais qui n'utilisent jamais. Le parent de la promotion, Guy-Emmanuel Sabikanda, maire de la ville et l'évêque du diocèse de Kribi, Monseigneur Damazinga Tangana, ont exhorté les impétrants d'être les modèles dans le domaine de l'économie numérique. La cérémonie de sortie des apprenants de l'IAI du diocèse de Kribi était couplée à la dédicace de la plateforme de l'informatique Océan Innovation, qui va offrir désormais aux étudiants, chercheurs, développeurs et fournisseurs de biens et services connexes des équipements nécessaires pour leur épanouissement. La formation de toutes les couches sociales, contribuant ainsi à l'éducation, au développement de nos compatriotes.
de notre pays. Cette 4e promotion de l'IAI offre des raisons d'espérer en matière de création de richesses pour joindre l'acte à la parole. Cap à l'Extrême Nord, à présent, l'honorable Salmana Hamadou Ali dit merci aux populations de Maroua et annonce des travaux de construction des forages dans certaines localités de la région de l'Extrême Nord. Le député en a profité pour faire le compte-rendu de la dernière session parlementaire. Lionel Mingué l'a accompagné lors de cette tournée. Communion parfaite entre la base et le sommet à l'entrée de la ville de Maroua. L'honorable Salmana Hamadou Ali, élu du Front pour le salut national du Cameroun, porté en triomphe par les populations de la ville de Maroua. Conscient des problèmes d'addiction d'eau auxquels font face certaines localités du département du Diamari et plus globalement de la région de l'Extrême Nord, le député de la Nation est venu avec un kit complet de pompes forage. Il est question à travers cette acquisition d'offrir une eau de qualité aux populations de la région qui subissent toujours de plein fouet les effets néfastes de la sécheresse. Dans les jours à venir, a annoncé le député FSNC du Diamari Centre, les travaux de construction des forages vont débuter dans les banlieues de la ville de Maroua. Christelle, avant, on va terminer ce journal avec les nouvelles du Covid-19. La Damawa ne lâche pas prise sur la prévention. Évidemment, Merlin Kamla lutte contre le Covid-19. Une réunion d'évaluation de la cellule de veille sanitaire régionale s'est tenue à Ngaoundéré, présidée par le gouverneur Kildadi Boukar. Il était question de faire le bilan sur l'évolution de la maladie dans la région, mais aussi le strict respect de toutes les mesures barrières telles qu'éditées par le gouvernement. Rigobert Timiso nous fait le compte rendu de cette réunion. La région de la Damawa enregistre à ce jour 188 cas de contamination au Covid-19, au nombre desquels 89 cas de guérison et 4 décès. Il faut redoubler d'efforts pour rester à ces statistiques-là. Nous pouvons donc dire à la faveur de cette réunion que la riposte est bien menée dans la région de la Damawa par tous les moyens, par tous les membres de la cellule régionale de veille contre la pandémie. Et nous voulons aussi également dire que cette réunion nous a permis de mettre les points sur les i relativement à la sensibilisation qui doit être constante. Les autorités de la région déploient tout de même le non-respect des mesures barrières par certains citoyens, mettent en garde les contrevenants. Au niveau des marchés, au niveau de certains services publics, nous avons fort opportunément donc cherché des stratégies pour déterminer, persuader et convaincre nos populations. Une nouvelle stratégie pour intensifier davantage de dépistage de proximité sera mise sur pied pour convaincre les populations à ne pas baisser la garde quant à l'application des mesures barrières éditées par le gouvernement. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal de 18h. Merci de choisir CRTV News pour vous tenir informés. Le journal est fini, mais tout de suite, Omniscore avec Merlin Kamla et un parterre d'invités spéciaux qui reviendront sur les mémoires et les souvenirs de l'emblématique capitaine Stephen Tato. Restez sur CRTV News. Bonsoir à tous, amis sportifs. Merci de nous retrouver sur CRTV News dans le cadre de Omniscore. Un seul titre à la une de cette édition. Un lion s'est endormi. Stephen Tato, ancien lion indomptable, s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 57 ans. Omniscore de ce jour lui rend hommage avec nos invités sur le plateau. Et c'est l'unique titre de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'Omniscore sur CRTV News. Je vous le disais, c'est un lion qui s'est éteint vendredi dernier lors de la fête de la Tabaski. Ce sera le thème essentiel au cours des 90 prochaines minutes sur CRTV News. Mais avant, on va prendre la première transition. C'est l'événement de la semaine. À ma droite ce soir, Jules Denis-Onana, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, ancien coéquipier de Stephen Tato.
Alors, je vais vous accueillir avec ces images que la réalisation va nous proposer. C'est ces images, probablement les dernières images que vous avez passées avec Stéphane Tato. Si la réalisation nous permet, juste avec ces images, on l'a déjà. Alors, des souvenirs, ça nous rappelle quoi? On peut dire où on était? Oui, ça c'était à Limbe, je crois le 12 mars dernier. Nous étions dans la même commission pour le COCAN. Et Enonga, tu nous avais demandé d'aller couvrir les stades de Limbe pour vérifier la fonctionnalité des stades. Donc j'étais parti avec Stéphane. On a fait, je crois, 4-5 jours à Limbe. C'était un road trip assez mémorable parce que bon, on a pu revivre tous nos souvenirs entre Yaoundé et Limbe, 3 jours à Limbe et le voyage retour Limbe-Yaoundé. On s'est replongé dans nos souvenirs. C'est la dernière fois qu'on a eu passé autant de temps ensemble. Ça remonte au 12 mars, ça fait quand même longtemps. Longtemps. Juste à côté de vous, nous avons Dieudonné Nké, c'est l'entraîneur de UMS de Loum. On rappelle que UMS de Loum, cette saison, a terminé 8e au classement. Dieudonné Nké, bonsoir. Bonsoir. Il faut noter que Stéphane Tato a été votre coéquipier au Tonnerre Calara Club. Tout à fait. Nous avons passé 3 ans dans le Tonnerre avant qu'il ne parte pour l'Olympique de Mvolé. C'était un coéquipier très jovial, mais peu bavard, mais décisif sur le terrain. Alors, le dernier invité ce soir, il s'appelle Michel Cam. Contrairement aux 2 premiers invités, vous ne l'avez pas connu en tant que coéquipier, mais entraîneur. Oui, bien sûr. C'est vrai que je l'ai eu quelque temps à l'Olympique de Volier, puisqu'on en parle là. Vous avez été entraîneur de l'Olympique de Volier. Plutôt manager, ouais, de la structure. Mais mes grands souvenirs, c'est beaucoup plus pendant la Coupe du Monde 90 en Italie, où il était capitaine, où il a certainement accompli la plus grande gloire de sa vie. C'était quelqu'un de très touchant. Je pense que Tato, d'abord sur le plan de qualité individuelle du joueur, c'était un grand travailleur, c'était un bagarreur, c'était l'instinct même du fighting spirit que l'on aime dire. Et je pense que le brassard de capitaine lui allait très bien parce que c'est quelqu'un qui aimait mettre la bonne ambiance, qui aimait faire des bonnes blagues. Capitaine à 2 Coupes du Monde, 90-94. Oui, je pas donné. Mais ça c'est sûr, c'est pas donné, mais c'était quelqu'un qui prêchait par l'exemple. Sur le terrain, il n'y avait rien à lui reprocher, aux entraînements non plus, donc c'était un grand bagarreur et qui adorait les couleurs nationales et qui vraiment servait de modèle et d'exemple, qui aimait le bien collectif. Et c'est ça surtout qui a fait qu'il dure peut-être dans ces 2 Coupes du Monde. Mais c'était quelqu'un de très propre, de très prégnant, de très touchant, et sa disparition, sincèrement, laisse un grand vide. Eh bien, ce soir, nous ne sommes pas seuls parce qu'ils sont nombreux, ces invités qui sont loin du Cameroun, peut-être loin de Yaoundé, mais qui participent aussi à l'édition de ce soir. Avant de prendre Thomas Lébi, on va prendre Mabouan Kessa qui est depuis Paris, qui nous regarde depuis Paris, qui participe à l'émission. Mabouan Kessa, bonsoir. Alors, dites-nous comment vous avez appris le décès de Stéphane Tato. Et puis, bonsoir, bienvenue à l'émission. Je suis à Paris. C'est les vacances, mais d'entraînement avec des jeunes. Bon, c'est avec surprise que la nouvelle du décès de Tato, déjà par un de vos confrères de la CRTV qui m'a appelé dans environ de 13 heures, qui m'a d'abord envoyé un. Et puis il y a Emmanuel Boudimbankolo qui l'a confirmé. Donc c'est vrai que ma dernière rencontre physiquement avec le capitaine Tato, c'était pendant les élections à la dernière à la Fédération camerounaise de football. Nous étions dans la salle, nous avons échangé. Ça, vous savez, non seulement un ami, un frère, on s'écrivait et subitement, depuis avant le confinement, nous sommes au téléphone. Mais il se plaignait généralement aussi de beaucoup de comment son remplacement et l'argent qu'on lui devait. Donc voilà, ça c'était juste en novembre, décembre, puisque j'étais au Cameroun en décembre 2019. Nous avons échangé encore une autre fois, je l'ai physiquement. Un autre invité qui c'est du côté de l'Est Cameroun, Thomas Lébi. Thomas Lébi, bonsoir, bienvenue à Discours sur CRTV News.
Merci pour cette invitation et d'être parmi vos invités et surtout au milieu des aînés. C'est vraiment dommage, mais bon, je pense que rendre hommage à Stephen Tato, ça sera un très grand plaisir parce que c'est quand même que ça a été quelqu'un avec qui nous avons cheminé pendant plusieurs années. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que nous ne pouvons que dans mais bon, c'est la vie. Je pense que à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'accompagner avec Javier. Merci. Alors, on reste avec vous. Stephen Tato est décédé vendredi dernier, c'était le 31 juillet, de suite de maladie. Comment vous avez appris la nouvelle? C'est pas un lion qui s'est endormi, mais c'est un très grand lion qui est capitaine de l'équipe nationale du Cameroun et capitaine du Tonnerre de Yaoundé. Ça a été beaucoup quand j'ai appris son décès, surtout que ça montait, ça descendait, pas si c'était vrai, c'était pas vrai. Il fallait bien cafouiller les informations à partir de Jules Denis et d'autres, parce que tout le monde a été tout de suite. Donc, voilà, vous savez, c'est pas toujours évident. Nous avons lutté ensemble et nous avons été ensemble des bons et des mauvais. Et nous avons bagarré et ça a été de toutes pièces pour rehausser le drapeau de ce pays. C'est vraiment reparti ainsi et surtout qu'on le voyait partir, c'est vraiment dommage. Donc voilà un tout petit peu. Alors, Michel Gakam, je viens directement à vous. Thomas lui pense qu'on l'a vu partir, on l'a vu affaibli au fil du temps. C'est aussi ce que vous avez remarqué? Oui, bien sûr. Je l'ai approché il y a 2 ans, je crois déjà. Même déjà à l'époque, en 2014, quand j'étais au comité de normalisation, parce que je ne le voyais pas très gai. Vous savez, les joueurs ont un tempérament... Une attitude qui contrastait un peu avec le capitaine qu'on a connu. Oui, oui, mais il gardait quelque chose en lui, je ne sais pas lequel, et je lui ai posé la question au moins 2 fois, très pertinemment, de lui dire, est-ce que tu as un problème? Qu'est-ce que quelque chose te dérange? Et même si tu n'es pas content de quelque chose, il faut l'exprimer. Tu as un nom, tu peux aller voir des autorités, tu peux. Vraiment, je l'ai poussé autant que je pouvais, plusieurs fois. Mais il m'a toujours dit non, c'est ce que je suis, donc on laisse couler. Mais à une fois, j'étais assez violent, je lui ai quand même demandé, parce que je le voyais, son teint avait changé. Il dit, tu es malade ou tu as quelque chose, Stéphane? Tu as vu, on a fait des efforts pour tel. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu cries haut et fort, on s'occupera de toi, mais il faut que tu parles. Il m'a dit, ça va. Vraiment, c'est le mieux que je pouvais faire. Mais je le voyais changer. Mais en adulte, j'ai eu l'impression qu'il avait l'impression que c'était quelqu'un qui était d'abord fier de lui et qui ne voulait pas extérioriser certaines choses. Et qui voulait contenir... Bon, chacun fait un peu son choix de la vie. Et il y en a qui pleurent tous les jours, d'autres choisissent de ne pas pleurer, de souffrir leur martyre intérieurement et de partir. Je ne sais pas si c'est son choix, mais... Il n'a pas montré, d'ailleurs, dans tous les reportages, on ne dit pas de quoi il souffrait. Même dans sa famille, on dit oui, ça venait, ça repartait, mais on sentait. Qu'est-ce qui venait et repartait? On ne sait pas ce que c'est, mais il ne se sentait pas bien. Jules Nana, je reviens vers vous. Stephen Tato, 57 ans. Quelqu'un a dit qu'il était très jeune pour mourir. Oui, bon, il était très jeune pour mourir, même ceux qui m'aiment plutôt sont trop jeunes pour mourir. Le problème de Stephen, tel que moi je l'aborde un peu, parce que j'ai eu la chance d'avoir cette semaine avec lui. Et on a revisité toute, je ne vais pas dire toute notre vie, mais un gros parcours. Et comme le coach le disait, et puis je suis content que même Dieudonné les souligné, c'était un gars très jovial, quand on le connaissait comme joueur. Et un homme fier de lui, quand il est devenu capitaine du Tonnerre, capitaine de l'équipe nationale, il était fier de ça. Et c'était un bout en train. Et voir le Tato Stephen, qui était je ne vais pas dire amuseur public, mais le gars qui amenait toujours les petites blagues, qui avait toujours les petites intrigues entre guillemets pour dire qu'on se chahute un peu. Et voir le Stephen qui était sombre après ses pérégrinations dans l'administration du football camerounais, c'était deux personnages différents. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et ça a détenu sa santé, malade ou pas. Toujours est-il que la santé a commencé à péricliter à un certain moment.
Mais ce qui était frappant, pour nous qui l'avions connu, c'était de voir ce gars jovial, gai, toujours enthousiaste, devenir le gars qui n'est plus sûr de lui, qui est toujours triste, qui est sombre. Mais je crois que Michel, là, le coach, bon, c'est bien Michel. Il a bien relevé aussi. Il était trop fier pour dire qu'il avait dit. C'est qu'il ne va pas, s'il y a un problème et tout le reste. C'est son caractère, on n'y peut rien. On regrette qu'il ait eu ce caractère un peu trop trempé, qui l'empêchait de dire, bon, j'ai des problèmes, il faut. Bon, mais je note le contraste entre sa vie de footballeur, et l'après-carrière de footballeur, où on ne voyait plus le gars étincelant, pétillant, toujours taquin, qui était prêt à relancer. Bon, c'est... Juste pour compléter là, j'ai appris, maintenant qu'il est mort de par sa famille, qu'il avait divorcé de sa première femme et qu'il a perdu la seconde femme. Ça, il faut le noter. Ça, traumatisme. Ben oui, vous voyez ce que quelqu'un peut endurer dans sa vie. Le fait qu'il sombre, ça peut expliquer. Ben oui, j'ai dit donc qu'il y a des phénomènes comme ça, de point de vue familier. Vous me disiez tout à l'heure en off que le déclic aussi de l'homme le joueur jovial qu'il était et l'homme qu'on a vu ces derniers mois aujourd'hui un peu crispé, c'est après qu'il était déchu responsable administratif des Lions Indomptables. Oui, c'est ce que Jules Denis a relevé là, ces problèmes avec l'administration du football camerounais, parce que pendant qu'il était directeur administratif des équipes nationales, c'est là où il perd sa deuxième épouse, parce que la première était partie. Et par la suite, vous travaillez quelque part. Je donne un exemple, on lui demande de préparer un voyage par exemple, où une équipe nationale devrait se déplacer. Au dernier moment, on te fait comprendre que tu ne voyages plus. Il a reçu ces coups de semonce-là très régulièrement, ce qui faisait qu'il était renfermé à lui. Et après ça, quand on a dissous la direction administrative des équipes nationales, il s'est d'abord retrouvé sans poste de travail. Et enchaîné à tout ça, tous les problèmes qu'il a connus, les problèmes de divorce, les problèmes parce que moi, j'ai causé avec un de ses frères, qui est ancien footballeur, qui m'a dit que au niveau familial même, il avait des problèmes avec ses autres frères. Ce qui fait qu'il est vraiment devenu renfermé à lui-même, très... Tato, c'était pas un garçon de calcul. Mais là, à un certain moment, il est devenu très calculateur. Il évitait de s'exposer, de prendre position sur certains problèmes. Et ce qui fait que la dernière fois que moi je l'ai revu, je lui dis que Massa, c'était le petit nom qu'on s'appelait. C'était le petit nom qu'on s'appelle. Il dit que Massa, you know well. Il me dit Massa, it's too bad. I think say I go well. Mais tu sentais comment, au niveau de sa carrure, tu sentais qu'il perdait du poids, son éclat n'était plus étincelant. Donc vraiment, comme a dit Thomas, ceux qui ont connu Capi, il s'est effrité tout doucement, comme on dit. Stephen Tato, on a quelques statistiques déjà. Stephen Tato qui a eu une très belle carrière. On parle de 43 sélections, de buts au compteur de 1986 à 1994. Ça, c'est en ce qui concerne la sélection. Mais revenons un peu, Michel Karam, sur cet homme. Est-ce que vous pensez que Tato Stephen a reçu ce qu'il méritait en termes de ce qu'il a donné en tant que joueur et l'après-carrière? C'est difficile à dire. Je crois que Jean-Pierre, qui le connaît très bien, dit là qu'il a eu des déboires, qu'il s'est confié à lui. Je pense que ce n'est qu'à partir de lui, de sa propre considération, qu'on peut prendre s'il attendait plus ou non. Mais là, le coach vient de dire qu'il s'est plaint de certaines frustrations administratives, mais qu'il n'a pas eu de frustrations administratives. Je crois que c'est un peu le lot de beaucoup de monde dans ce milieu-là. La plupart ont peut-être la force de cultiver ce mental qu'ils avaient sur le terrain, en dehors du terrain, et pouvoir tenir. Mais je ne peux pas savoir répondre s'il a eu tout ce qu'il fallait ou non. Il a dit là tout à l'heure, il était frustré pour certaines raisons. On l'a dit déjà, il ne veut pas répondre à sa place. Mais vous savez, si on le dit, chacun devrait demander entre anciens lions ou autres s'il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut ou pas. Bon, est-ce que dans ce monde, on peut espérer avoir tout ce que l'on veut? C'est difficile. Je pense que là, vous posez un problème qui est vraiment suffisamment large,
qui fait que, peut-être on y verra tout à l'heure, est-ce que l'ancien footballeur, le joueur qui a tant donné pour le pays, qui a tant donné, est-ce qu'en retour, on lui facilite les tâches ici ou là? Mais ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie en dehors du terrain n'est plus le même que la vie sur le terrain. On va essayer de prendre Thomas Libi, qui est du côté de l'Est Cameroun, qui nous regarde ce soir. Alors, Thomas Libi, avant de retrouver Mabouanké-Sak, qui est du côté de Paris. Thomas Libi, Stephen Tato, ça va en 57 ans, très affaibli. Certains regardent un peu la dernière apparition officielle. C'était le tirage au sort du CHAN Total Cameroun 2021. Dorénavant, un commentaire. Le Lion nous a quittés à 57 ans, à un âge que je pense qu'il est jeune, encore un potentiel assez énorme pour pouvoir apporter dans du foot. Mais vraiment dommage, parce que on l'a vu partir. Je peux pas dire non. Il a souffert très longtemps. Mais bon, vous savez, nous vivons dans un monde irréel, donc c'est un peu difficile. Il était à la Camerounaise de foot, tout le monde le voyait, tout le monde était au courant qu'il était malade. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. C'est bien de discuter tous les jours et de raconter des choses sur le footballeur. Mais qu'est-ce qu'ils sont qu'on ait une place ou pas, nous allons continuer, nous qui sommes là, à nous battre de toutes pièces pour cette jeunesse. Et que je pense qu'aujourd'hui, Stephen Tato, cela doit pouvoir nous donner beaucoup de leçons, mais bon, j'espère par la grâce de Dieu. Alors, on fait le tout droit du côté de Paris où on retrouve Mabouanké-Sak. Mabouanké-Sak, quel genre de capitaine il a été, Stephen Tato? Nous étions tous juniors, plus tôt que moi, dans les années 86, et en 90, ça s'est confirmé son de capitaine, puisque à l'époque, quand on nommait un capitaine, c'était beaucoup plus des joueurs qui étaient cette coupe de l'UDEAC, et il y avait Fefe, Songo et lui en concurrence, mais en loisir. Mais lui, vous savez que les trois capitaines, il fallait être vraiment titulaire, et lui, il était titulaire à son poste de la imposant. Il était capitaine dans le il était capitaine dans le canon, donc on va se réunir dans la chambre pour trouver un capitaine, et c'est comme ça que Stephen devient capitaine. Et pendant son règne, de écoute, et c'est vrai que favorisé déjà par le fait qu'il se débrouillait bien en français, il n'avait pas un problème avec les joueurs, puisqu'il faut savoir que capitaine d'une équipe où il y avait Joseph Antoine, Roger Mila, il y avait des cadres, Emmanuel, Mambi, donc deux actions confondues dans le vestiaire. Mabouanké-Sak, on reste avec vous. Vous parlez de la carrière de l'homme. Il a été capitaine devant de grands noms, vous l'avez dit, Roger Mila et tout le reste, mais évoquons aussi l'après-carrière. Est-ce qu'elle est aussi reluisante, glorieuse, comme pendant qu'il était capitaine, pendant qu'il était joueur? Bon, voilà, maintenant, sa carrière professionnelle a été très courte. Vous savez qu'il était le premier Camerounais à signer du côté du Japon, de l'Asie, où nous sommes venus bien après, mais ça ne payait pas comme à l'époque. Il est rentré au pays, il a essayé de faire le commerce des voitures, puis il est rentré comme directeur administratif à l'équipe nationale. Ça ne s'est pas toujours bien passé pour lui avec les différentes fédérations qui sont passées, mais bon, il a fait son chemin. Et il se plaignait toujours qu'on n'arrivait pas, enfin, les gens n'arrivaient pas à le comprendre, puisqu'il avait les diplômes, il avait quand même un baccalauréat et qu'il avait fait l'administration du football, donc il n'avait pas toujours eu cette responsabilité qu'il avait toujours voulu. Et là, Jules Denis-Onana, on l'évoquait déjà tout à l'heure, Mabouanké-Sak qui revient là-dessus, l'après-carrière qui n'a pas été du tout ce qu'on attendait, passer un peu par le commerce des voitures. On sait tous que les joueurs, le plus du temps, finissent entraîneurs, managers, agents de joueurs. Non, mais chacun gère son après-carrière comme il veut, comme il peut, selon les formations qu'il a suivies. Bon,
s'il a été poussé dans certains domaines, je crois que parce qu'il sentait que c'était peut-être la voie pour lui de réussir. Malheureusement, il y a eu des écueils. Il n'a pas toujours su surmonter ces écueils-là. Bon, la reconversion, elle est personnelle. La reconversion, elle est personnelle. On a 2 exemples de reconversion assez différentes. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui administrent. Mais il ne faut pas encadrer tous les anciens footballeurs vers l'entraînement ou bien vers la gestion du sport. Chacun a un vécu avant d'être footballeur et il aura un vécu après avoir été footballeur. Footballeur, c'est une transition et ça nous met en lumière parce que bon, c'est un sport qui est très médiatisé, mais on est footballeur que pendant un certain temps. Avant d'être footballeur, on a été quelque chose qui peut nous préparer à être ce que l'on sera après la carrière de football. Cela vaut pour moi-même, pour le coach, pour Dieudonné, et ça a valu également pour Stéphane. Maintenant, si les choses ne marchent pas bien, il faut savoir réajuster, recadrer, tomber, se relever et repartir. C'est le lot de tous les footballeurs. Ceux qui sont encore en activité, peut-être qu'ils y pensent un peu plus tôt, mais à une époque, malheureusement, on n'y pensait pas assez. Et c'est pour cela que je crois que toutes les associations qui sont créées, au niveau du SINAFOC, au niveau du CALIF, au niveau des entraîneurs, on pousse maintenant les gens à se reconvertir, à préparer leur après-carrière. Alors, dans quelques instants, on va prendre les réactions de Roger Mila au Bambiik, mais revenons Dieudonné qui est sur vous. On revient sur le joueur du Tonnerre Kalarakop. Quel coéquipier il a été? Oh, très bon coéquipier, hein, parce que, comme disait le coach, ça le coach l'a dit, parce que le coach a eu à l'entraîner. Au Tonnerre, c'est le monsieur, quand vous êtes à l'entraînement, il ne se faisait pas prier pour travailler et il a mené les gens à travailler. Sur le terrain, c'était un tout autre. Je vais peut-être parler d'une petite anecdote. Nous jouons contre les Coréens à Douala. Les Coréens vont tellement vite que Tato est le premier à dire « Massa, ils sont là ». Quand tu demandes, il dit « Ils sont là, les voilà partout, à gauche, à droite ». Les gars allaient tellement vite. Et ce qui fait que à la fin du match, nous tous on l'appelait seulement « Ils sont déjà là, Massa, ils sont là, ils sont là ». Donc pour vous dire que c'est le monsieur qui était prêt à faire une blague pour détresser et mettre les gens en confiance. Et ça, c'est très important. Et moi, je dis, en tant que coéquipier, c'était un plaisir de jouer avec lui parce que je me rappelle à certains matchs, par exemple, le coach Ndongo lui dit « Bon, Tato, tu vois, aujourd'hui, le défenseur central est malade, et il faut que tu joues des stoppers. » Il a joué plusieurs postes, on le connaît plus comme un arrière. Non, il était milieu défensif numéro 6 quand on le prend de Kamak de Kumba. Et après, il peut jouer défenseur central. À l'époque, on les appelait les stoppers. Il peut jouer maintenant, c'est, je crois, à partir de la CAN 88 qu'il a commencé à jouer latéral droit et où il s'est confirmé latéral droit, puisque je crois qu'il avait même décroché un pré-contrat pour Monaco. Malheureusement, la pépite d'or, Weah lui a ravi la vedette. D'où, pourtant, Tato s'est remis de cette déchéance-là, il s'est remis au travail. Vous voyez, il a été capitaine en Coupe du Monde 90-94, mais on ne sait pas pourquoi, lors de ces derniers jours, il a baissé les mains alors que c'était un battant, un combattant. On va prendre quelques réactions. Roger Mila, au Bambiik et même aujourd'hui le capitaine, l'ancien capitaine des Lions Indomptables, Rigobert Song, se sont exprimés sur la question. Réaction captée par Esther Aïmoko. C'était un garçon sûr, déjà un garçon sérieux. Donc la nouvelle elle nous a beaucoup attristés. Nous sommes un peu abattus. Jouer pour le drapeau qui flottait dans le stade. Donc les uns et les autres, ça les incombait, ça nous préoccupait pas beaucoup. Tout ce qu'on voulait nous, c'est le travail sur le terrain, le résultat sur le terrain. Je voulais d'abord souhaiter des condoléances attristées à la famille de Stéphane, qui
c'est la décision du Seigneur et qu'il va falloir la supporter. Le Seigneur a décidé ainsi, il faudrait la supporter. Le décès de Stéphane Tato au monde du sport. L'ancien capitaine des Lions Indomptables a été pour nous un d'expérience dans le management du groupe. Il était un bon délégué et un défenseur à l'image de l'État auprès de ses coéquipiers. En un mot, il était un genre que tout entraîneur était à voir. Il était très respectueux de tous. Il a géré très respectueusement les personnalités au sein de l'équipe. Je garde la meilleure image de ce sur point. Le Cameroun du Sud, l'un de ses 10 fils. Une longue période de maladie. Nous le souhaitons éternel. Adieu, Capi. Stéphane Tato qui est que j'ai eu la possibilité de côtoyer lors de la Coupe du Monde 94. C'était lui le capitaine. Des aînés qui nous ont fait rêver en 94. On est 3 jeunes intégrés l'équipe, le feu Marc-Vivien Fouet, Raymond Kala et moi, qui avons été auprès des aînés. Alors, moi, il m'a beaucoup marqué auprès de lui, parce que j'ai dit à l'époque où les gens ont toujours pensé que le capitaine qui faisait des gris-gris comme on parle en football, qui lève le public, mais il était quelqu'un de très effacé. Et là, des réactions des anciens footballeurs. Mesdames et messieurs, on va prendre la deuxième partie de l'émission, toujours réservée à Stéphane Tato. C'est le plus de la semaine. Évoquons le joueur à présent, Michel Cam. On rappelle que lorsqu'on parle de 1990, vous étiez déjà entraîneur adjoint de l'équipe senior. En 1994 aussi, vous avez participé en tant qu'entraîneur aux éliminatoires. Oui. Alors, le capitaine qu'il a été, l'homme que vous avez côtoyé, que ce soit en Italie ou même avant, par exemple la CAN 1988, parlez-nous de ce joueur, précisément. Je crois qu'on va revenir sur la même chose. Tato, c'était un battant. Il avait comme l'a dit François tout à l'heure, c'est quelqu'un que tout entraîneur aimerait voir parce que c'était quelqu'un qui se donnait à fond. Et aux entraînements comme en match. Ouais. Donc un gros travailleur. Mais on doit aussi dire qu'il savait être discipliné tactiquement, c'est-à-dire respecter les consignes des entraîneurs. Mais ça sont des qualités indéniables pour être un bon joueur. Gros travailleur, qui travaille sans relâche, qui est prêt à secourir son adversaire, mais aussi qui met de la bonne ambiance quand il le faut. Parce que le football, c'est aussi les vestiaires. C'était quelqu'un qui, dans les vestiaires, savait donner des petites piques, qui faisait rire, qui savait détendre, décrisper le groupe pour que l'on puisse gagner. Ça, c'est important. Donc, c'était un gars qui faisait vivre le groupe. Et ça, c'est important. On n'avait pas ce problème de langue. Il était premièrement d'expression anglaise. On n'avait pas ce problème de langue avec les Non, du tout pas. Du tout pas. Vous savez, des langues dans le football n'existent pas. M'arrête là pour dire que même dans les équipes qui parlent langue, chacun s'y intègre. On joue quand le ballon est au centre, c'est le ballon, les langues comptent très peu. C'est la personne qui compte. Et ce qu'il dégageait, c'était quelqu'un qui aimait rassembler et qui aimait travailler. Mais discipliné et rigoureux envers lui-même. Ce qui faisait donc que le groupe était tiré vers le haut. Et ça, c'était important, et c'est important pour le brassard de capitaine. Alors, avant de prendre Thomas Libi, Jules Denis-Onana, revenons sur l'épopée de 1990. On sait tous que le Cameroun a atteint un niveau. Jamais un pays africain n'avait atteint ce niveau. Le joueur, depuis le début, depuis ce match gagné, le match d'ouverture face à l'Argentine de Diego Maradona, jusqu'à l'élimination par l'Angleterre lors des quarts de finale. Non. Il a su. Ce que j'ai admiré en Stéphane à cette époque, c'est la façon de rester. C'est la façon de rester sur ses positions à lui, de ne pas se laisser emporter par tous les bruits qu'il y avait autour. Et je crois que François l'a relevé et je le souligne.
Parce que c'est difficile d'être capitaine. Très difficile. Qu'est-ce qu'il faut à votre avis? Surtout quand dans une équipe, vous avez de gros noms, comme au Cameroun. Et Stéphane a su gérer cette position entre l'administration, le ministre et sa suite, les grosses têtes que nous avions dans l'équipe, les tout jeunes qui étaient là. Et il a toujours essayé de faire la part des choses. Parfois, les gens n'ont pas compris l'importance de son rôle, en lui disant qu'il n'allait pas taper assez fort sur les dirigeants. Mais c'est le capitaine. Il n'est pas un va-t-en-guerre, il n'est pas un de rébellion, c'est le capitaine d'une équipe qui doit assurer l'harmonie de tout ce qui se passe. Et sur ce point, il a été, je crois, il a été parfait. Il a été parfait. Et ensuite, sur le terrain, bon, tout le Cameroun voit comment il se battait sur le terrain. Mais nous connaissons l'intérieur du vestiaire, comment les choses se sont agencées à l'intérieur, et nous savons quel rôle il a joué. Ce n'est pas toujours un rôle de premier plan, mais c'était très souvent un rôle de sapeur-pompier, calmer à gauche, aller flatter à droite, prendre du recul ici, s'effacer par rapport à cela, s'affirmer quand la situation le faisait. Donc ça, il le faisait avec une certaine maestria, et je crois que ça, nous le savons. L'extérieur ne le sait peut-être pas, mais ça, c'est le Stéphane que nous connaissons. Thomas Libi, vous êtes du côté de l'Est Cameroun. Thomas, dites-nous exactement quel capitaine il a été. Sur le terrain, hors du terrain, parlez-nous du joueur. Bon, pour moi, c'était un joueur de qualité. Hein. C'était vraiment un joueur de qualité sur le terrain. C'était quelqu'un qui poussait tout le monde. Et il n'aimait pas la défaite. Il aimait bien la victoire. Et puis, ben, voilà, il mettait un peu du show de temps en temps dans les vestiaires, dans le groupe. C'était quelqu'un de parfait. On n'avait rien à lui reprocher. C'est vrai, tout le monde a des défauts, mais je pense qu'il avait des qualités énormes. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il a été pour nous d'un apport très, très positif dans ce que nous avons fait ensemble, que ce soit dans le tournoi ou à l'équipe nationale. Et que pour moi aujourd'hui, bon, nous restons un peu dans des regrets, mais je pense qu'il faut mieux rester dans le positif que de rester dans les regrets, parce que je pense que ce que nous avons fait ensemble jusqu'à ce qu'il quitte ce monde a été très très positif et à tous les niveaux. Et puis moi je suis content pour lui. Donc que la terre de nos ancêtres lui soit vraiment légère et que tout lui soit facile, quoi. Alors, Dieudonné peut-être revenu sur ces matchs, hein. C'est vrai qu'on a dit qu'il a été... On revient un peu sur ces matchs Tonnerre-Canon. Ce sont deux équipes qui ont marqué le football camerounais. Alors là, c'est des matchs, je me rappelle, quand on devait jouer contre le Canon, Tato, capitaine, il vous dit que vous savez que le président... l'ancien président de la Ligue professionnelle de football, qui était le général Semengue, parce que le général ne parlait pas beaucoup, il appelle, il lui dit que bon, va dire à tes gens là que si on vous bat là, vous allez m'entendre passer. Et quand Tato venait, dit Massa, moi je suis venu pas en bon français, hein, mais le gars il s'est adapté à parler le français, même s'il dit des grossièretés, lui il continue. Il dit Massa, moi je ne suis pas venu de Kumba pour venir pour entrer dans la prison ici. Hein. Donc quand nous partons sur le terrain là, il faut qu'on gagne parce que moi, mon père ne peut pas entendre que je suis allé dans la prison. Donc vous voyez un peu, c'était des matchs pimentés. Et c'était des matchs où Jules ne va pas me démentir. C'est là où on profitait d'escroquer les présidents. Tu pouvais avoir 2-3 paires de godasses parce que c'est des matchs très, très pimentés, surévalués, la prime et tout ce que ça comporte. Tato, il disait que tout ce que moi je vais acheter le nouveau godasse qui est sorti là. Donc il faut qu'on gagne. Donc vous voyez, c'était des matchs pimentés et le gars prenait ça en son compte. Ce qui fait que quand on arrivait sur le terrain là, on avait des joueurs qui rentraient timidement dans le match comme Adama Ziko ou bien Mvoum Jean-Pierre, mais il était toujours en train de les remonter pour que ça aille, pour qu'on ait la victoire. Donc c'était un monsieur, comme l'a dit Thomas, il n'aimait pas perdre. Il n'aimait pas. Et Michel Karam, peut-être on va évoquer, Stéphane Tato a passé une bonne partie de sa carrière de footballeur au Cameroun, mais il est l'unique joueur africain né au Cameroun qui a évolué du côté du Japon.
À cette époque, je pense qu'on regarde plus la France, en fait l'Europe, par l'Asie. C'est aujourd'hui que les footballeurs débutent leur carrière en Asie. Vous savez, c'est une question d'opportunité. Après la Coupe du Monde 90, il a un nom. Je crois tous ont un nom. On a épaté le monde entier. Donc on a le nom qui traverse les frontières. Je crois qu'il a essayé, il a osé. Il faut aussi oser. Mais je pense qu'il se sentait capable de le faire. Et c'est tellement qu'il y a un agent qui a aimé son jeu et qui l'y a amené. Vous savez, beaucoup sont allés par la suite. Mais il faudrait déjà admirer cette initiative-là. Je pense que, comme on l'a dit, déjà dans le teneur, il avait failli aller à Monaco, il a raté, donc il avait pour ambition, comme la plupart des joueurs internationaux, de franchir l'Atlantique ou ailleurs, ou le Pacifique, pour aller se chercher. Bon, il est allé au Japon. Pour moi, c'est pas un échec. Déjà sortir vers un pays, aller être le tout premier, c'est être conquérant et rester dans ses normes, être conquérant. Revenons sur cette qualité de fighting spirit. Oui, cette qualité. De fighting spirit. Mais c'était en lui. Aux entraînements, comme un match, il jouait pareil. C'est le gars qui allait courir, remonter le stade, revenir, tacler, revenir. Il ne s'économisait pas. C'était un gros travailleur. Et ça, c'est quelque chose un peu inné. Il y en a qui ont cette qualité-là. Tout à l'heure, j'ai entendu un peu Rigobert parler de lui, dire que voilà un capitaine qui, voilà, c'est dans le même sens. C'est des gens qui, sur le terrain, se donnent à 100%. Et lui, il n'a pas de temps de repos. Et c'est comme ça qu'il était. C'était sa nature, c'est sa force. On va prendre cet extrait de Stephen Tato lui-même parlant de ce fighting spirit qui a inspiré plusieurs générations, inspiré notamment Rigobert Song, qu'on reconnaît beaucoup chez lui aujourd'hui, le fighting spirit. Tato, c'est vrai, à cette époque, il ne paraît pas aussi fatigué, mais revenons sur cet homme, réécoutons, regardons une fois encore Stephen Tato dans ces thèmes de fighting spirit. Le gouvernement camerounais pour cette constitution, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, cette petite des grandes équipes nationales du Cameroun, du football du Cameroun. Comme je viens de le dire, cette chance mondiale 2 fois en Coupe du Monde, notamment en Italie en 1990, où nous avons été en quart de finale. Nous avons eu aussi la chance, n'est-ce pas, 4 ans après, de participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Cette période que nous avons sur le central camerounais. Comme tu dis, le Camerounais, c'est le Camerounais. Nous, quand le Camerounais c'est dos au mur, surtout que la réputation, tout ça est de tomber, vraiment, tu le vois réagir, nous avons été comme ça. Faites-nous confiance. Après tout, nous sommes les Camerounais, et je peux vous dire, je suis fier personnellement de servir cette équipe. Stephen Tato qui a servi l'équipe nationale du Cameroun, on rappelle capitaine à 2 éditions de Coupe du Monde, 1990 et 1994. Alors, on revient à vous, Mabouanké Sak, toujours du côté de Paris là-bas. Peut-être quelques anecdotes avec le capitaine emblématique des Lions Indomptables. Mabouanké Sak, qu'on espère retrouver du côté de Paris, sur quelques anecdotes avec Stephen Tato, on espère bien, oui. Des difficultés à retrouver, bien évidemment, à Mabouanké Sak, qui permet que cette édition soit assez spéciale sur le capitaine emblématique des Lions Indomptables, capitaine 1990, on le disait, 1994 au Mondial, Jules Denis Onana. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'évoquer encore, parce qu'on s'achemine progressivement, évoquons un peu cette problématique de l'après-carrière, surtout, j'ai envie de dire, permettez, dans les réseaux sociaux, on en parle. On parle de Stephen Tato comme ce capitaine emblématique sur le terrain, qui a donné sur le terrain, mais qui n'a pas tout reçu après le terrain.
C'est vrai que c'est une polémique difficile à aborder. Et comme le coach disait, on passera beaucoup de temps si on veut effectivement aborder. Comment résoudre le problème? Le problème se situe d'abord, pour moi, au niveau individuel. Qu'est-ce qu'on est avant? Que fait-on de sa carrière? Comment prépare-t-on l'après-carrière? Il faut déjà que chaque joueur sache où il veut aller. Maintenant, le gros problème du Cameroun, à travers les générations, c'est que tous les footballeurs de haut niveau vous diront que les instances, à un moment, n'ont pas récompensé leurs efforts à leur juste hauteur. Et c'est un problème qui dure depuis les années 70 et qui n'est pas encore réglé en 2020. Il faut un cadre dans lequel les footballeurs pourront se sentir récompensés des efforts qu'ils fournissent au service du drapeau national. C'est un vieux débat. Il y a des commissions qui ont siégé à ce niveau, mais il n'y a jamais eu de résultats qui puissent satisfaire au moins les footballeurs. Donc, il faut plancher dessus. Mais au départ, il faut que chaque footballeur sache préparer sa reconversion. C'est le plus important. Maintenant, les pouvoirs publics doivent accompagner. Et j'ai cité le SINAFOC, qui a des ambitions dans ce sens. J'ai cité l'association des anciens Lions, le CALIF, qui a des objectifs dans ce sens. J'ai même cité certaines commissions qui ont été créées par la FECAFOOT pour plancher. Je faisais partie d'une commission pour plancher sur ce problème à l'époque de Maître Hapi, qui avait nommé cette commission-là pour réfléchir sur le bien-être des anciens Lions. On a produit des rapports qui n'ont jamais été suivis des faits. Et nous avons retrouvé dans certains documents de la FECAFOOT des décisions qui avaient été prises par d'autres instances, par la normalisation de M. Oona, pour ne pas la citer, où la FECAFOOT devait reverser 5% des bénéfices des compétitions internationales dans un fonds géré pour le bien-être des Lions. Ce document existe, nous l'avons retrouvé, nous l'avons même joint dans une de nos commissions à ceux qui ont commandé les commissions. Malheureusement, ça n'a pas été suivi des faits. Donc des choses sont proposées, des choses peuvent se faire, mais on a l'impression que ces choses ne se font pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et le problème, quand je parlais de Stephen qui ne se sentait plus le capitaine des anciens Lions après sa carrière, c'est parce qu'on a l'impression de vivre dans un système où on fait tout pour te dévaloriser. Quand tu es Lion, quand tu es capitaine, quand tu es un grand joueur, tout le monde te sourit. Mais à un moment, on a l'impression qu'on fait tout pour te dire que les jeunes ont une expression maintenant là, c'était avant, pour dire que les choses ont changé et qu'il faut aller vers autre chose. Je crois qu'il y a tout un environnement à reconstruire, il y a toute une philosophie à reconstruire, parce que nous pleurons Stephen, nous avons pleuré Massing, nous avons pleuré Pankan, nous en avons pleuré beaucoup. Mais rien n'a changé. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois que nous avons eu ces malheurs-là, heureusement que le chef de l'État écoute. Et lorsque son Excellence Roger Milla prend son bic pour écouter le chef de l'État, il y a toujours une aide qui vient pour enterrer dignement. Enterrer dignement. Pourquoi ne pas créer les conditions pour qu'il puisse vivre dignement? Et le reste, on le verra après. Bon, chacun est un peu responsable. Le joueur est responsable s'il n'a pas pu préparer sa reconversion, s'il n'a pas pu bien gérer toute la période faste. Mais il y a des organes qui doivent accompagner les sportifs de haut niveau, même pas les sportifs de haut niveau, les sportifs, pour qu'on puisse avoir une bonne économie basée sur le sport. Actuellement, est-ce que les gens veulent aller dans le sport? Non. Ils y vont parce qu'ils sont doués peut-être, mais arriver sur 100 qui veulent y arriver, il y a peut-être 3% qui seront qui vont accomplir leur rêve. Vivre de voilà. leur art. Et les 97% sont où? Ils sont où? Avant de prendre la transition, Dieudonné Inquiet, peut-être on va vous demander si vous plaisez dans votre situation aujourd'hui. Vous avez fait le Canon de Yaoundé ou le Tonnerre, c'était des équipes qui autrefois on dit ça payait. Le football, quand vous jouez dans ces équipes, vous aviez de l'argent. Vous aviez un public, un stade omnisport plein à craquer. En fait, vous rêviez en ce moment vraiment, vous étiez fier d'être footballeur. Est-ce que 20 ans,
30 ans après, on se dit, on se plaît dans sa situation? Je vais d'abord vous dire que ce qui nous réconfortait, c'est parce qu'on aimait jouer au football. Il y a d'abord ça. Et de deux, à cette époque, c'est même pas beaucoup plus pour l'argent, mais il y avait ce souci des dirigeants de cette époque. Vous proposez, soit vous étiez élève, on payait votre scolarité, soit on vous trouvait du travail. Et ça, c'est ça qui permettait que le footballeur de notre époque soit à l'aise. Mais maintenant, je me plais dans ma posture parce que j'ai été étudiant à l'INJS, je suis sorti professeur certifié DPS et là maintenant je fais dans l'entraînement. Mais actuellement, ce n'est plus la même chose parce qu'il y a des enfants qui refusent carrément d'aller à l'école pour jouer au football. Et c'est là où le bas blesse. Parce que si, comme disait Denis, 100 sur 100, il y a 3 qui réussissent. Les autres 97 sont abandonnés à eux-mêmes. Ils s'abandonnent dans la dépravation de mœurs. Mais ce que j'ai pu relever encore, c'est que, comme a dit Denis, moi je crois que l'adage qu'on a utilisé, tel que tu dresses ton lit, c'est ainsi que tu dors, je crois que nous, qui sommes actuellement responsables des jeunes, je crois que nous devons leur sommer pendant qu'ils jouent que pensez à votre après-football parce que c'est très important parce que c'est pas de gaieté de cœur. Par exemple, que je rencontre un ancien coéquipier avec lequel j'ai joué, peut-être lui, il n'est pas allé, il n'a pas eu la chance d'être inséré quelque part, mais quand tu le revois, c'est pour ne pas dire la clochardise, mais ça fait pas guère. Donc moi, je crois que il faudrait que nous qui sommes responsables dans les clubs, malgré que ce soit, nous tendons vers un football professionnel de nom, que nous soyons toujours en train de demander aux enfants de penser à leur après-football parce que ça devient difficile pour que l'on ne nous clochardise pas, nous qui avons joué au football. Michel Kaham, peut-être sur la question, vous relancez le management. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ces anciens lions indomptables ne deviennent pas, entre guillemets, des clochards? Bon, comme Gilles l'a si bien dit, je pense que chacun prépare un peu à sa manière sa reconversion. Mais il faut choisir une orientation et bien s'y mettre et travailler. Parce que tout cela ne vient qu'après un travail bien fait. C'est un travail. Sur le terrain, on avait l'habitude de courir, de bosser, de travailler dur. Personne ne demandait de courir, de monter, on faisait du football. Mais après le terrain, on ne court plus après un ballon. On réfléchit, on écrit, on compose. Il faudra se préparer à un métier autour du football, si on peut. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des structures qui doivent aider à la reconversion ou bien faciliter la reconversion des anciens joueurs. Ça, c'est vrai. Denis tout à l'heure a parlé d'un projet qui a eu lieu en 2014 pendant qu'on était à la normalisation, qui pensait donner des avantages ou un budget aux anciens lions. Je dis que ça, c'est des choses qu'il faut toujours réveiller. Mais ça doit être réveillé parce qu'on s'est bien organisé. Aujourd'hui, plus qu'hier, les anciens à se rassembler, à se parler. C'était ça d'abord la difficulté d'avant. Parce qu'avant, on pouvait dire, envoyer une délégation, il n'y en aurait même pas, parce qu'on se tirait dessus. Aujourd'hui, que le temps a travaillé et que les événements nous rapprochent, alors je pense qu'il est temps que davantage ces anciens lions se mettent ensemble pour penser et maintenant demander aux autorités, que ce soit à la fédération ou ailleurs, leur place pour travailler à leur conversion. Ça, c'est vrai que c'est important pour eux, mais il faut d'abord passer par le travail. Je dois aussi signaler que Tato Stephen, je pense, est en ce moment salarié de la fédération. Ce qu'on n'a pas dit, il est employé de la Fédération camerounaise de football. Il fallait le mentionner. À quel titre? Il n'était pas content, mais il était quand même salarié à la FECAFoot. Avant de prendre le journal de 19h, on va prendre une réaction tout aussi de Thomas Liby. Thomas Liby, peut-être une anecdote sur le joueur qu'on a connu véritablement, Stephen Tato. Quelle anecdote vous gardez de lui? L'anecdote de lui, c'est nous étions comme ça et puis bon voilà, ça permet de m'amuser un tout petit peu. Voilà, c'était un peu ça. Bon ben, on restait sur la bonne note.
Capitaine Courage, vous parlez de cette bonne ambiance qu'on avait toujours de capitaine emblématique Stephen Tato. Mesdames et messieurs, les 19h, vous savez, sur CRTV News, chaque heure est synonyme d'information. J'accueille sur ce plateau Yvonne Ako for the 7 p.m. news. Good evening, welcome on the set. Thank you, Melen Kamla. Good evening. Hope you are fine. I am very fine. You know Stephen Tato? Yes, I did. Emblematic captain. Yeah. Let's begin in education with Education Back. Part 2 begins tomorrow. Yes, Merlin. Science students of Terminal will this Monday and Tuesday rewrite certain subjects of the 2020 baccalaureate examination. The subjects include physics, sciences de la vie et de la terre, and chimie papers reported to have been compromised. These subjects were cancelled by the Ministry of Secondary Education. We continue with food items have been offered to the inmates of the Marwa Central Prison. Yes, some food items have been donated to inmates of the Marwa Central Prison by some youths in that locality. This is to assist them during this period of Tabaski. Let's get this report from CRTV North. With beaming smiles, inmates of Marwa Central Prison received what the donors described as Tabaski nutritional kits from the Solidarity Youth of Marwa and Cameroon Association for Assistance and Solidarity, ACAMAS. We are very happy for that. We thank God as we help us and all the people who gave us the cows. A gesture spiced with awareness on the coronavirus in the prison milieu, highly appreciated by the prison superintendent. The government have adopted a policy to ameliorate detention conditions in all the prisons. Any partner that would accompany the government in this approach is always welcome. On behalf of the benefactors, the coordinator, Muammaru Bashiru Saleh, situated a donation within the scriptural context of Tabaski, which is a feast of sharing. Meanwhile, Al Hayat and the Dennis Feneri Association reached out to some destitute families in neighborhoods of Marwa to enable them partake in the feast. This will continue for a period of 3 days with benevolence that knows no boundaries. We remain in the North region where some 310 trainees of the Marines and Nautical Assault Forces of the Cameroon Navy have completed a 2-week training to upgrade their capacities to better combat terrorism and secure the nation's territorial integrity. They have been exhorted to cultivate the spirit of teamwork, hard work and discipline, as you tell us, Luisa Akwanka Achato. Carefully coordinated military maneuvers, gunshots fired in the course of demo sessions echoed within the provisionary landscape on which 15 days of intense training for 310 men of the Marine and Nautical Assault Forces of the Cameroon Navy just wrapped up in the North region. Basically, what we're doing here was training 2 companies on amphibious operations far from their regular bases, so as to be able to insert them on beaches which are permissible or non-permissible and extract them after operations. They work both on land and at sea. They are all airborne men, so that they have that special ability to operate on any terrain. Various combat and reconnaissance moves performed by the trainees were appraised by the commander of the 3rd Joint Military Region, who observed the proceedings firsthand on the training grounds in the locality of Lagdo, who were previewed to eventually be absorbed into the multinational task force operating in the Lake Chad Basin. We have seen their capabilities. I'm confident that their mission will be crowned with success, because I've seen them. They're so motivated and are proud of their tasks ahead. The pillars of a permanent training site were then planted by the general in the same locality, who thereafter undertook a tour of accessory structures in situ to be revamped to better hone the expertise of the defense forces to keep the nation safe, both on its terrestrial and marine fronts. The execution rate of the public investment budget in the Northwest region is estimated at 10%. Out of 559 projects allocated to the region, only 40 have been executed
by 100%. The low implementation rate of this public investment budget has been attributed to insecurity in the region as well as delays in the award of contracts. Details with Ola Titanki from Bamenda. The 51 kilometers Babaju-Bamenda stretch, previously covered in an hour's drive, is now extended to several hours of back-breaking ride. Its smooth construction has been made tedious by years of sluggish maintenance work, which has gotten into an extreme snail pace. For you to get into the hinterlands of the Northwest Road region, you need the ring road. The region has financing, but insecurity also is causing its slowness in awarding the contract. Regular roadblocks by suspected separatist militia have rendered the transportation of construction material to the suburbs of the region challenging. If you take the road towards Fundok, it is blocked. If you take the road towards west, which is through Napa, it is blocked. How do we come on with cement, rods, plywood, zinc into Donga Mountain? Apart from inaccessibility to project sites because of insecurity and bad roads, delays in the award of contracts have also contributed to the region's poor execution track record. The hitches are many, but members of the follow-up committee are determined to reverse the trends and give a new impetus to the execution of public investment projects by the end of the year. Let's now talk education in this newscast. Some 448 students in the Ocean Division of the South Region have graduated from the African Institute of Computer Sciences. The laureates have been exalted to make good use of the knowledge acquired for the development of the country. Details with Polycarp Atye. It was a historic day for the 448 youths in the Ocean Division who have received their diplomas in computer sciences from African Institute of Computer Sciences, known by its French language as IE Cameroon, in partnership with the St. Joseph Diocese Kribi. During the graduation ceremony, presided at by the 3rd Assistant Senior Divisional Officer of the Ocean Division, in the presence of public administrative and religious authorities of the Ocean Division, the city mayor of Kribi, Guy Emmanuel Sabikanda, the godfather of the outgoing batch of the institution, called on the graduates to use the knowledge acquired to bring positive change in Cameroon. The resident representative of IE Cameroon, Ahmad Claude Abanda, cautioned the role model in the domain of information and communication technology, a message applauded by His Lordship Damas Zinga Atangana, Bishop of the Kribi Diocese. It was equally an occasion to present the Kribi Information and Communication Technology Training Center, created in 2017, to the public. I think that the action of Jacques Bonjao is an honor and great honor for African Institute of Computer Science. I would like to thank Mrs. Chantal Biya, the First Lady of our country, for his work, for what she do for Opération 100 000 femmes and MIGEF de 2035, because his action is very important for women, youths and children. The 448 graduates, 4th edition of IE in partnership with the St. Joseph Diocese Kribi, with the presence of ICT Training Center, are now armed with their diplomas to face the challenges of information and communication technology world. The Ministry of Women's Empowerment and the Family and her partners have donated some 2,000 face masks to women associations in the Adamawa region. This is to assist them in the fight against the coronavirus pandemic. Celestine Sumbele reports from CRTV Adamawa. Women generally face compounding burdens on daily basis, such as unpaid household jobs, face increased risk of violence,
exploitation during time of crisis and quarantine. It is based on this that the Ministry of Women Empowerment and the Family, in partnership with UNICEF and UN Women, donated some 2,000 face masks to be distributed to women association and vulnerable population of the Adamawa region. I'm going to sensitize my women again more on how to use this face mask, because most of the women, they are not respecting the rules again. And it will help us to prevent us from this deadly disease. I will make them to respect the rules that have been given by the government. The Adamawa Regional Delegate of Women Empowerment and the Family, Joel Dawa, while handing over the face mask to the 5 divisional delegates of the region, called on them not to relent their efforts in the fight against coronavirus for the interests of their families and the nation at large. The Adamawa women, after receiving words of encouragement from the Minister of Women Empowerment and the Family in their fight against the deadly pandemic, are now more than ever determined to support the state to stop the spread of coronavirus in the Adamawa region. And that does it for this 7 p.m. newscast on CRTV News. Omniscore continues with Melen Kamla and his guests with a special tribute to Stephen Tato, former captain of the Indomitable Lions of Cameroon. Merci beaucoup Yvonne Ako pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, on poursuit. Il nous reste encore une vingtaine de minutes à passer ensemble. On va prendre les réactions du public. Ils sont nombreux qui connaissent et qui connaissaient même Stephen Tato. Que retiennent-ils du capitaine emblématique? Esther Mboko a promené son micro dans la rue. Voici les éléments qu'elle nous a rapportés. Du mouvement sportif, ce fut un capitaine emblématique qui a marqué son époque au niveau continental. Et même supracontinental. C'est une perte malheureusement. Une perte parce que il y a quelques jours, j'avais un malade, il y a 1 an exactement, alors que sa femme était très mal. Nous sommes croisés dans une clinique de la place et il présentait déjà des signes de quelqu'un qui n'était pas bien, mais avec toujours son sourire jovial. C'était un capitaine courage, un peu à l'image de son, qui est resté là. Alors je crois que tout est vite parti. Il faut lui rendre un honneur. Cet honneur-là, cet hommage, sa mémoire restera comme ce capitaine emblématique qui a porté très haut le fanion, le drapeau camerounais. Stephen, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup tous marqués. Il nous a tous marqués, histoire en 90 déjà, on se souvient de cette fameuse Coupe du Monde où les 11 notables ont brillé. Ils ont brillé vraiment à travers le monde entier. Et c'est Stephen, si j'ai bonne mémoire, qui conduisait cette équipe. Et moi, ce que je pense, c'est que si on parle du fighting spirit au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe nationale, c'est probablement de lui qu'est venu cet esprit. Parce que c'était un monsieur qui incarnait beaucoup de valeurs, il avait une certaine maîtrise de soi, un certain calme qu'il répandait lorsqu'on le voyait, lorsqu'on l'apercevait. Et puis d'une grande simplicité. Vraiment, c'est une personne qui a beaucoup marqué. Peut-être on n'a pas trop parlé de lui. Peut-être à l'époque, les médias n'étaient pas aussi, le football n'était pas tellement médiatisé comme au jour d'aujourd'hui. Peut-être on n'a pas véritablement bien mieux connu, mais vraiment c'est une personne qui nous a tous marqués. Toutes mes condoléances pour toute sa famille éprouvée, ses enfants et tout le reste de la famille. Le capitaine emblématique Tato Stephen a été un modèle pour la jeunesse de son temps, un modèle pour le Cameroun tel que nous voudrons bien qu'il soit, c'est-à-dire avec une jeunesse combattante pour leur pays. C'est ce que je retiens de lui. Je voudrais profiter comme Camerounais pour adresser à sa famille mes condoléances vraiment et exprimer ma compassion émue pour la disparition de ce Camerounais que nous avons respecté pour ce qu'il a fait pour son pays. Le capitaine emblématique, je l'ai très bien connu. Qui ne l'a pas connu? C'était l'incarnation même du courage. C'est celui-là qui arrivait à galvaniser les troupes lorsque parfois le moral était au plus bas. Donc en fait, sa disparition, ça laisse tout le monde dans une situation, je ne sais pas comment je peux dire ça. Alors il faut avouer que le capitaine Tato Stephen était une légende du football camerounais. Quand on a appris sa mort hier, par les réseaux sociaux, on était terrifiés. Au départ, on croyait que c'était un buzz, ou un fake news. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'est la réalité. C'est tout le monde du sportif qui est touché. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que la tête de nos ancêtres lui soit légère
Moi, je le connais en 90. À cette époque, j'avais l'âge de 8 ans. Je suivais le mondial 90 qui s'est lieu, je pense que c'était en Italie. J'ai connu M. Stato Stéphane et ça fait cela 6 ans. Je pense qu'il bouscule la FECAFOOT. Lui, il m'a beaucoup... Bon retour sur le plateau de CRTV News. Comme vous le savez, j'accueille Willy Germain Benassomba pour la World Sport. Bonsoir Willy. Bonsoir Merlin, bonsoir également à vos invités et bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un nouveau mois qui commence, nous sommes le 2 août, j'espère que vous allez bien. Voilà, on commence le mois avec un peu de sport. Vu la pandémie qui court les rues, on essaye de rester confiné. On va parler de la World Sport ce soir. On commence en allant tout droit du côté de la France avec le football. Le Paris Saint-Germain d'Éric-Maxime Choupo-Moting qui remporte l'ultime édition de la Ligue contre l'Olympique lyonnais de Karl Toko Ekambi. La 26e et dernière journée et la dernière édition de la Coupe de la Ligue a été remportée par le Paris Saint-Germain qui s'est imposé face à l'Olympique lyonnais durant la séance des tirs au but. Score nul vierge durant le match, 6-5 en faveur de Paris à l'issue des tirs au but. Le PSG remporte ainsi les 4 trophées nationaux mis en jeu, le trophée des champions, le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. La victoire de Paris est décryptée dans cet élément World Sport. Paris l'emporte sans briller, sans fleurs ni couronne pour les adieux de la Coupe de la Ligue au bout de 25 années d'existence. Le PSG éteint la lumière derrière lui avec une 9e victoire, laissant les Lyonnais dans le noir et probablement sans Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Durant le temps réglementaire, les deux équipes rivalisent. Le match gagne en intensité durant les 10 dernières minutes de jeu, mais le score reste vierge. Pendant les prolongations, rappel vierge avant la séance des tirs au but. Durant cette ultime épreuve, les 10 premiers tireurs ont marqué, mais le 11e lyonnais bec à Pablo Sarabia d'offrir le titre aux Parisiens, leur 9e sacre en Coupe de la Ligue, dont 5 consécutifs. Cette victoire du PSG Europa, une occasion manquée pour l'OL de se qualifier en C2 la saison prochaine, à moins de remporter la Ligue des Champions. L'OL ne disputera pas la Ligue, la Coupe d'Europe après 23 campagnes consécutives. Ce match aurait tout au moins servi de répétition à l'OL et avant son 8e de finale, retour de C1 face à la Juventus de Turin le 7 août prochain, vainqueur à l'aller 1-0. L'OL de Karl Toko Ekambi, ancré à la 80e minute et décisif durant les tirs au but, affûte ses armes pour l'échéance à venir, Merlin. On va tout droit du côté de l'Angleterre. Le coup double pour Arsenal qui remporte la Coupe d'Angleterre et son ticket pour l'Europe. Grâce à un doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal a battu Chelsea en finale de la Coupe d'Angleterre. 2-1 samedi à Wembley. Un succès qui permet à l'équipe de Mikel Arteta de se qualifier en Ligue Europa la saison prochaine. L'événement a octroyé la 14e EDOP FA Cup de l'histoire aux Gunners. Ce qui est raconté dans cet élément que nous propose Robert Collins-Mbiama. Arsenal remporte la FA Cup pour la 14e fois de son histoire. Un record dans l'exercice. Pourtant, les choses avaient bien mal débuté pour Mikel Arteta et ses joueurs. Dès la 5e minute, c'est un ancien Gunner qui s'illustre d'abord. Olivier Giroud dévie astucieusement le ballon pour Christian Pulisic. Chelsea mène 1-0. Côté Arsenal, un autre ancien de Ligue 1 s'illustre également, Pierre-Emerick Aubameyang. À la 27e minute, il transforme un penalty. En seconde période, l'attaquant gabonais prend le dessus sur le défenseur de Chelsea, Kurt Zouma, avant de battre le gardien Willy Caballero à la 67e minute. L'expulsion de Mateo Kovacic complique les choses pour les Blues. Au final, 2-1. Arsenal remporte ainsi sa 7e finale en 7 apparitions depuis 2002. Aubameyang, quant à lui, atteint son 70e but, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts avec les Gunners en février 2018. Grâce à cette victoire, Arsenal gagne également le droit de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Willy Germain Benassomba, on va tout droit du côté de l'Italie où on disputait la 38e et dernière journée. Et on note l'Atalanta Bergame qui laisse échapper la 2e place à l'Inter de Milan.
À 10 jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'Atalanta a été muette lors de la finale pour la deuxième place en Série A. L'Inter de Milan s'impose 2-0 face à une équipe d'Atalanta invaincue depuis la reprise. 19 matchs consécutifs sans défaite. Il a fallu moins d'une minute pour imprimer le rythme entier de la rencontre. L'Inter attaque et l'Atalanta subit. Le break s'est fait rapidement à la 20e minute. Le deuxième ne tarde pas à venir, préférant éviter que Romelu Lukaku soit servi dans la surface. La défense de l'Atalanta laisse Ashley Young marquer de loin. L'Inter s'impose 2-0 à l'issue de ce duel. Les interistes terminent deuxième du championnat malgré ces défaites. L'Atalanta d'André Tamze resté sur le banc de touche à tout de même affûter ses armes pour affronter le PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions le 12 août prochain. Merlin. On reste toujours en Italie et on parle de ce sprint final. C'est ce dimanche et le suspense est maintenu jusqu'au bout. Si la Juventus est championne et que Brescia et Spal sont déjà relégués en série B, il reste certains points chauds durant cette série A. Lecce pourrait réaliser l'exploit. Distancé, fin juin, à Naples 1-0 contre Croix. Un but contre Croix et son buteur Ciro Immobile a inscrit son 36e but en Série A cette saison et égale le record détenu par Gonzalo Higuaín en 2015. L'Italien est soulier d'or loin devant Cristiano Ronaldo, auteur de 31 buts en Série A cette saison. En haut du tableau, l'Inter a assuré sa deuxième place face à l'Atalanta qui conserve sa troisième place. Derrière le Milan, AC et l'AS Roma filent en Europa League. Le Milan s'est promené contre Cagliari, 3-0. La Roma a battu la Juve sans Cristiano Ronaldo, 3-1. À 6 jours du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Lyon, Merlin. Peut-être on va terminer ces World Sport pour sortir en restant toujours du côté de l'Italie. Andrea Pirlo revient, mais en tant que coach des moins de 23 ans. La nouvelle vient de tomber. Andrea Pirlo, 41 ans, est nommé entraîneur des U23 de l'équipe turinoise par ses dirigeants. L'ancien milieu retrouve son ancien club et les terrains avec une toute autre casquette. Il a été présenté vendredi avec 116 sélections pour l'Italie, les aidant à remporter la Coupe du Monde 2006. Il a remporté 4 fois la Série A avec la Juventus et le Milan AC, avec qui il a remporté 2 Ligues des Champions et 2 Série A, 2 titres de champion de Série A. C'est une icône qui s'assoit sur le banc de touche des entraîneurs U23 de la sélection de la Juventus, Merlin. Et voilà qui va mettre un terme à la World Sport. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Certainement, on aura l'occasion de prendre plusieurs autres la semaine prochaine. Merci et très bonne soirée. Merci Merlin, bonsoir également à tous nos téléspectateurs et à tous nos invités. Nous sommes à quelques instants de terminer cette édition d'Omniscore. Peut-être revenir avec Thomas Liby. Thomas Liby, on s'achemine progressivement vers la fin de cette émission sur CRTV News. Omniscore, édition spéciale dédiée à Stéphane Tato, le capitaine emblématique. Eh bien, Thomas Liby, on évoquait tout à l'heure la précarité que vivent ces anciens footballeurs. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui des anciens footballeurs qui vivent dans une certaine précarité, c'est pas faux, c'est vrai. Surtout que ceux qui sont au sommet ne prennent pas soin de leurs héros. Quand vous voyez par exemple le capitaine traîner à la Fédération camerounaise de football et qu'on le prenne plutôt pour un mendiant, je pense que les gens devraient beaucoup plus se poser la question de savoir de quoi il est question. Si on n'a pas du respect pour ceux-là qui sont battus pour que notre football soit là où il est et qu'au jour d'aujourd'hui les gens profitent de ce que notre football leur donne, alors qu'ils n'ont rien apporté là-dedans, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire attention parce que les gens n'ont même pas la crainte de Dieu, c'est ça le plus embêtant. Stéphane Tato, on l'a vu mourir à petit feu, il était à la traîne à la Fédération camerounaise de football et ceux qui dirigent notre football se moquaient de lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Je cherche bien à savoir, je ne sais pas très bien, mais bon, je peux me tromper. Mais il faut respecter les gens, il faut leur donner leur place. Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, on meurt tous comme des petits poissons. Mais bon, est-ce que ça dit quoi à qui? À personne. C'est à nous de savoir prendre le bon bout des choses pour pouvoir avancer. La malchance veut qu'aujourd'hui, les footballeurs
que nous ne soyons pas ensemble, que nous ne faisons rien ensemble, que nous passons tout le temps à être montés par les autres qui sont de l'extérieur pour nous cogner les têtes. Les imbéciles, c'est nous, c'est pas les autres. Les autres profitent de nous pour avancer. Et tout le monde nous regarde du coin de l'œil et se moque de nous. C'est vraiment dommage et malheureux, quoi. Thomas Léby, assez dur sur la question. Merci beaucoup Thomas Léby, merci pour cet entretien. Merci surtout d'être resté sur CRTV News. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien du côté de l'Est Cameroun. Je suis du côté de l'Est. Voilà, c'est pour ça que je peux pas être là, mais déjà je dirais bonsoir aux aînés qui sont sur le plateau. Et voilà, leur dire que je suis de tout cœur avec eux, que nous allons continuer à prier pour notre cher capitaine qui a tout donné, mais malheureusement qui part comme ça, comme si c'est quelqu'un qui n'a jamais existé, et nous partirons tous comme ça, les autres partent. Donc nous devons plutôt faire attention au jour d'aujourd'hui et pouvoir nous dire que nous devons être ensemble pour mener un autre combat, pas lutter contre les autres, mais leur dire que c'est nous qui avons mis ce football là où il est, et que nous avons mené un bon combat. Nous n'avons pas mené le combat que les autres ont l'habitude de mener, non, mais nous on a mené le bon combat pour pouvoir mettre ce football là où il est, pour rehausser le drapeau de notre pays là où il est, avec beaucoup de sacrifices. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment malheureux qu'on se soit mis plutôt des gens dans le dos qui ne représentent rien dans ce que nous on a de plus cher. Donc voilà quoi. Merci. Merci Thomas Léby. Michel Karam, il est assez dur, hein, vous trouvez, mais c'est une triste réalité aussi. Oui, Thomas, lui, c'est quelqu'un qui a été comme ça. Il a toujours été ouvert, il dit ce qu'il pense, il dit tout cru, tout ce qu'il pense, ça le caractérise. C'est un gros travailleur lui aussi, hein. C'est quelqu'un qui a tout donné pour le football camerounais. Mais je prends le problème de fond, c'est de travailler dans l'intégration des anciens Lions, dans la reconversion. C'est leur ouvrir des plages pour qu'ils se forment, pour qu'ils se préparent à rentrer dans ce combat qui existe d'après football. Parce que c'est compliqué, il faut se battre pour y arriver. Mais maintenant, je pense que plus qu'hier, comme je l'ai dit, on a aujourd'hui des associations qui se mettent en place, des anciens footballeurs. Regardez au Sénégal, ils sont plus forts parce qu'ils s'entendent et ils peuvent rentrer dans la fédération. Ils ont une voix qui parle. Hier, nos leaders, je vais dire leaders, de footballeurs, ne se parlaient même pas. Aujourd'hui, ça s'assemble. Donc plus fort quand on sera ensemble, on pourra mieux demander, mieux se faire écouter et aider ceux qui sont à la traîne. Tous n'ont pas eu la chance de se construire, il faudra donc les aider. On est à la fin de l'émission, Judeni Onana, merci beaucoup d'être passé. Un des moments en 30 secondes, le temps nous tient à la gauche. Non, pour dire que nous allons prier pour le repos de l'âme de Stéphane et espérer que tout ce qui a déjà été dit, tout ce qui a été fait comme rapport puisse être exploité pour qu'on en arrive à trouver ce qu'il faut pour bien encadrer ceux qui en ont besoin. Merci. Alors, Dieudonné, merci d'être passé, c'était un plaisir. On vous souhaite bon vent avec l'UMS. Vous continuez cette saison sur le banc de l'UMS de Lom. Tout à fait. Je vais repartir de ce côté-là, mais je voudrais dire qu'il faudrait que les footballeurs se mettent ensemble au lieu de sortir de l'anathème. C'est suivi. Le temps nous tient à la gorge. On aura l'occasion. Mesdames et messieurs, c'était un discours sur CRTV News. Le journal de 19h30, c'est juste derrière.